il n'y a pas de crise des migrants. Le solde migratoire, comme disent les démographes ou les économistes, est nul. En 2013, par exemple, l'INSEE nous dit, ben voilà, il y a tant de gens qui arrivent et tant de gens qui partent, donc la différence est 33 000. C'est-à-dire très peu. Ce que je fais, c'est exactement le contraire. Je prends les immigrés qui arrivent moins les immigrés arrivés qui repartent et les Français expatriés moins les Français expatriés qui reviennent. Et au lieu de 33 000, on arrive à 260 000. C'est plus du tout la même chose. Donald Trump entre en campagne pour sa réélection. Auréolé d'un bilan flatteur, le président républicain a choisi la Floride pour se lancer dans la bataille électorale et emprunte une voie résolument offensive, une méthode qui avait fait son succès en 2016. À l'issue du second vote des députés conservateurs pour désigner le successeur de Theresa May, ils ne sont plus que 5 candidats en lice. À cette occasion, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, a renforcé sa position de favori. Édouard Philippe l'a annoncé dans son discours de politique générale, la procréation médicalement assistée pour les femmes seules est en marche. Conscient que beaucoup de Français sont opposés à cette mesure, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, chargé de porter le texte de bioéthique, fait profil bas. Madame, Monsieur, bonsoir. Donald Trump lance sa campagne électorale à peine plus de 3 ans après avoir créé la surprise. Le candidat des Républicains repart à l'assaut pour briguer un second mandat. Olivier Frère-Jacques. Keep America Great, c'est le slogan qu'a choisi le président Donald Trump pour lancer sa campagne électorale de 2020. C'est en Floride que le pensionnaire de la Maison-Blanche a entamé les hostilités en montrant déjà les signes d'une campagne résolument offensive. Ce qui a fait son succès en 2016 avec toujours ses thèmes de prédilection et des attaques ciblées contre ses opposants et les médias qui lui sont hostiles. Ainsi, CNN a même coupé sa diffusion du meeting d'ouverture du candidat quand les supporters de Donald Trump ont repris en chœur « CNN sucks », comprendre poliment « CNN c'est nul ». Une campagne qui démarre sur les chapeaux de roue dans un État de Floride qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit d'un swing state, un État pivot, comprendre un territoire qui vote tantôt républicain, tantôt démocrate et qui fait partie en quelque sorte des États faiseurs de roi états-uniens. He said he would come back, and he is to formally launch his re-election campaign here. Florida is obviously a swing state, just about every time. So it's important that the Republicans be strong and show well. Accompagné de son épouse Melania et de son vice-président Mike Pence, le président Trump est confiant et promet un séisme électoral en sa faveur. Pour remporter une élection, il faut avant tout s'assurer le soutien de sa base, et ça, le président républicain l'a bien compris, d'où le lancement des hostilités de manière débridée. Une manière aussi de mettre la pression sur un camp démocrate divisé et qui va devoir se trouver un champion apte à rendre coup pour coup à Donald Trump. Les démocrates, justement, en ont pris pour leur grade lors de cette première étape de campagne, le président n'hésitant pas à affirmer que voter pour un de leurs candidats, c'est voter pour la montée du socialisme radical et de la destruction du rêve américain. La ficelle est un peu grosse, tant ses opposants semblent bien loin des standards du socialisme, mais la rhétorique plaît à son public. Outre-Atlantique, Donald Trump ne laisse personne indifférent et il entend bien jouer sur les passions qui l'entourent, entre des opposants qui lui vouent une véritable haine et des soutiens populaires qui l'adulent. We have a very divided sense of things in the country, and it's become personified around him. And it's interesting not so much for the folks who support the president, but for the people that oppose him. He's become like the symbol of everything they hate.
Fort d'un bilan économique flatteur, le président Trump a su faire baisser le chômage à un niveau historiquement bas. Côté politique international, le pensionnaire de la Maison-Blanche maintient ses positions obtues vis-à-vis de l'Iran et son alignement sur l'État hébreu. Une position qui flatte les néoconservateurs tout en ne froissant finalement pas tant que ça les tenants d'une ligne isolationniste. En effet, sous son mandat et en dépit de discours guerriers, les États-Unis ne sont pas entrés en guerre. Donald Trump se cantonnant à gonfler les muscles, faire des déclarations à l'emporte-pièce et imposer des restrictions économiques à Téhéran. Un bilan qui pourrait presque paraître pacifiste en comparaison à ce que proposait la candidate va-t-en-guerre démocrate Hillary Clinton, pour qui la nation perse était un ennemi à abattre. Si la route sera encore longue pour une réélection, Donald Trump peut aujourd'hui espérer marcher dans la voie tracée par ses 3 prédécesseurs, Barack Obama, George Bush et Bill Clinton, qui étaient parvenus à faire la passe de 2. Reste à savoir qui les démocrates choisiront pour tenter de faire vaciller Donald Trump. Il ne reste plus que 5 volontaires pour occuper le 10 Downing Street. Après le 2e tour du vote, 5 candidats sont toujours en lice pour le poste de Premier ministre après Theresa May. L'ancien maire de Londres, Boris Johnson, conforte son statut de favori à la faveur d'un programme pro-Brexit. Thibaut Bastide. L'étau se resserre pour succéder à Theresa May. 10 jours après la démission du Premier ministre britannique, les candidats se bousculent au portillon et l'écrémage se fait progressivement. Mardi, à l'issue du 2e tour du vote des Tories, les députés conservateurs, ils ne sont plus que 5 en lice alors qu'ils étaient 13 sur la ligne de départ. Lors de ce second tour, il fallait recueillir au moins 10% des voix, soit au moins 33 bulletins pour être retenus. Ainsi, les parlementaires vont voter jusqu'à ce que seulement 2 candidats dépasse le seuil minimum avec pour date butoir le 20 juin. Si 5 candidats ont donc recueilli au moins 10% des voix, une chose apparaît certaine, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, devrait figurer parmi les 2 finalistes. En effet, à l'occasion de ce second vote, le champion des pro-Brexit est arrivé largement en tête, en remportant 126 voix des députés conservateurs sur 313. Loin derrière suivent le chef de la diplomatie, Jeremy Hunt, qui n'a recueilli que 46 voix. Le ministre de l'Environnement, Michael Gove, avec 41 voix. Celui du développement international, Rory Stewart. Et enfin de l'Intérieur, Sajid Javid, tout juste maintenu avec 10% des suffrages. En revanche, Dominic Raab, éphémère ministre du Brexit, a échoué à se hisser au 3e tour. Ainsi, la seule véritable interrogation qui demeure est qui affrontera Boris Johnson. Si Jeremy Hunt veut incarner une alternative à Boris Johnson avec un discours plus modéré sur le Brexit, personne ne semble réellement en mesure de s'opposer à l'ancien maire de Londres. En effet, alors que la décision reviendra aux 160 000 membres du Parti conservateur le 22 juillet prochain, Boris Johnson jouit du soutien de nombreux militants qui voient en lui le chef idoine pour remettre le Brexit sur les rails. La popularité du favori repose en grande partie sur une image de sauveur de la sortie de l'Union européenne. Et ce, même si la majorité des candidats a fait le choix d'édulcorer les échanges à venir avec Bruxelles. En effet, seul Rory Stewart déclare clairement qu'il y a très peu de chances pour que les instances européennes acceptent une renégociation. Une impasse qui conduirait donc à un Brexit dur sans accord. Un Brexit dur qui pourrait finir par contenter les membres du Parti conservateur alors que les tractations de Theresa May pour organiser une sortie de l'Union européenne en douceur se sont systématiquement heurtées à un mur. Si sa position sur le Brexit ravit les militants conservateurs, Boris Johnson pâtit d'une image désinvolte. La réputation de légèreté qui colle à son personnage apparaît incompatible avec les lourdes responsabilités d'un chef du gouvernement, surtout lorsque l'on sait les tâches qui attendront le futur Premier ministre face au leader travailliste Jeremy Corbyn et surtout face au dirigeant du parti du Brexit, Nigel Farage, qui a tout écrasé sur son passage lors des dernières élections européennes. La PMA pour toutes est en marche. Comme l'a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe, le projet de loi bioéthique contenant un volet sur la procréation médicalement assistée sera examiné avant la fin septembre par les députés. Un texte que la majorité veut faire passer sans trop de remous. Faire profil bas pour faire passer la PMA. L'objectif de l'exécutif est à peine camouflé. Inquiet de voir se reformer les mouvements de la Manif pour tous, le gouvernement mise sur un prétendu apaisement pour élargir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, y compris les célibataires. Le ministre de la Santé Agnès Buzyn, chargé de présenter le texte de loi sur la bioéthique, l'a déjà dit.
Elle ne veut pas faire de ce volet un étendard. Au contraire, l'ancienne belle-fille de Simone Veil, figure de proue de la loi sur l'avortement de 1975, ne veut pas attiser les oppositions. Une stratégie à l'inverse de celle de l'ancien garde des Sceaux, Christiane Taubira, pour la loi sur le mariage homosexuel. Si la discrétion et la mesure semblent être de rigueur, c'est en partie parce que la majorité entend compter sur le soutien d'une partie des députés de droite. En effet, les résultats catastrophiques des Républicains aux dernières élections européennes, avec une tête de liste identifiée comme conservatrice d'un point de vue sociétal, poussent de nombreux Républicains à mettre la pédale douce sur les sujets de bioéthique et même, pourquoi pas, à voter avec le parti présidentiel. À la manière d'Édouard Philippe, le Premier ministre issu des rangs de la droite, beaucoup de Républicains pourraient donc retourner leur veste en toute discrétion. Ils auraient donc intérêt à éviter les débats publics trop virulents, les obligeant à sortir du bois. L'exécutif se plaît d'ailleurs à considérer que ces sujets ne sont plus des marqueurs d'appartenance à la gauche ou à la droite. Le gouvernement table donc sur un débat apaisé pour faire passer le texte en douceur. Pour autant, nombreux seront les sujets à évoquer. Agnès Buzyn a déjà fait savoir qu'elle espérait un remboursement de la sécurité sociale de ce procédé de procréation afin qu'il soit véritablement ouvert à toutes et à la charge de tous. En revanche, les récentes études scientifiques démontrant que les enfants issus de PMA sont susceptibles de développer davantage de problèmes de santé et de fertilité que les enfants nés naturellement n'ont pas été évoquées. À croire que l'avenir de cette génération d'enfants sans père n'est pas la priorité de l'exécutif. Et à présent, on passe à l'actualité en bref et c'est avec Floriane Jeannin. Abandon d'un nouveau-né dans un carton à Moulins, dans l'Allier. Après avoir entendu frapper à sa porte, une femme a retrouvé un nourrisson dans un carton la nuit du lundi à mardi. Le bébé avait encore le cordon ombilical et le placenta accrochés à lui. Après que l'alerte ait été donnée, il a été immédiatement hospitalisé en pédiatrie. Aucun élément permettant de retrouver les parents de l'enfant n'a été laissé. Une enquête et un appel à témoins sont actuellement en cours. Une église touchée par un incendie à Rambouillet dans les Yvelines. Alors que plusieurs départs de feu ont été signalés dans la commune dans la nuit du vendredi 14 juin au samedi 15 juin, l'église Sainte-Bernadette a été endommagée par les flammes, notamment au niveau de la toiture. Un suspect a été interpellé. La piste criminelle n'est donc pas à écarter pour cet édifice chrétien datant de 1970. Les réactions politiques, elles, n'ont pas fait grand bruit. Église toujours, mais en Italie, où 300 millions d'euros vont être versés pour la reconstruction de 600 édifices chrétiens. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, s'est engagé à reconstruire 600 églises sur les 3000 détruites par les tremblements de terre de magnitude 6,2 qui ont frappé la péninsule italienne le 24 août 2016. Cette catastrophe a provoqué la mort de 298 personnes et des dégâts matériels importants. Giuseppe Conte a pris cette décision après les élections européennes où son vice-premier ministre, Matteo Salvini, qui n'hésite pas à assumer son identité catholique, est sorti victorieux. Un homme en état d'ivresse aux commandes d'un char en Pologne. Un individu saoul a été arrêté par les autorités alors qu'il pilotait un char d'assaut soviétique en pleine nuit dans les rues de la petite ville de Pazeksno, dans les régions de Łódź. Le conducteur était détenteur d'une autorisation de déplacer ce véhicule militaire T-55, mais au moyen d'une remorque. Le facétieux conducteur risque jusqu'à 2 ans de prison pour avoir piloté l'engin sous l'emprise de l'alcool et jusqu'à 8 ans de détention pour avoir mis les riverains en danger. Airbus lance son nouvel avion long courrier. Lundi 17 juin, premier jour du Salon du Bourget, la compagnie aérienne Airbus a dévoilé le A321 XLR qui est en capacité de transporter jusqu'à 244 passagers, se distingue par un rayon d'action de 8700 km et une consommation en kérosène inférieure au modèle précédent. Le nouveau rival de Boeing a déjà été commandé en 27 exemplaires par la société Air Lease Corporation. La langue du Christ en danger. Le fragile héritage linguistique de la région de Maaloula, en Syrie, a été très endommagé et est menacé d'extinction. Dans ce petit village syrien, 80% des habitants ne parlent pas l'araméen et 20% ont plus de 60 ans. La transmission de la langue n'est donc pas assurée aux générations futures
D'autant plus que la guerre civile et l'exode des chrétiens ont réduit la possibilité de transmettre l'usage de l'araméen. En 2013, le village était occupé par des groupes djihadistes, provoquant la fuite de 6000 habitants. Ces derniers ont trouvé refuge à Damas ou à l'étranger. 50 ans déjà que l'homme a marché sur la Lune. Le retour de la mission Apollo avait été l'occasion pour les États-Unis d'offrir des roches lunaires à différents pays. En tout, près de 22 kilos de roches lunaires avaient été rapportés sur Terre. Mais alors que la mission Apollo est déjà un lointain souvenir, tous les pays n'ont pas été précautionneux avec le président états-unien. Ainsi, des dizaines de fragments sont introuvables. L'Afghanistan et la Libye ont par exemple égaré ces précieux cailloux, ce qui laisse penser qu'un marché noir des pierres lunaires existe ou tout simplement que les pierres ont disparu dans la nature terrestre. Léonard de Vinci, l'exposition de l'année au Louvre de Paris. L'année 2019 marque les 500 ans du décès du peintre italien. À cette occasion, le musée organise une exposition rassemblant les œuvres uniques qu'il a en sa possession. Du 24 octobre 2019 au 24 février 2020, le célèbre musée réunira tous les tableaux, dessins et croquis réalisés par l'artiste de réputation universelle. Les réservations ouvrent 4 mois à l'avance et seuls les visiteurs qui se seront dotés de celles-ci pourront accéder aux galeries. Après le succès massif de l'exposition sur les trésors d'Égypte, le musée du Louvre semble plus que jamais vouloir faire dans le sensationnel. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Journaliste à la Nef et à Famille Chrétienne, Marine Tertrais est allée à la rencontre de ces jeunes filles qui ont choisi d'incarner Jeanne d'Arc lors des fêtes joanniques d'Orléans. Elles sont transformées, clairement. Moi, j'ai des mères de famille, donc elles sont jeunes, elles étaient jeunes il y a 20 ans, 25 ans, qui disent « mais moi j'ai élevé mes enfants avec Jeanne et Jeanne est avec moi, à mes côtés, tous les jours, tous les jours, tous les jours ». Donc elles ont... Parce que Jeanne, en fait, nous on a vraiment l'idée, pour qui ne connaît pas Jeanne, ou quand on est français, on a de Jeanne le personnage historique, voilà. Mais quand on s'intéresse un petit peu à la spiritualité de Jeanne, alors ça on connaît moins, mais c'est passionnant en fait. J'essaye à un moment donné d'en parler un peu dans le bouquin, sans vouloir être trop catho dans mon livre, mais Jeanne, c'est vraiment, on découvre qu'en fait, si c'est une grande sainte, c'est juste parce qu'elle a obéi. Donc en fait, elle est très accessible. Jeanne paraît très éloignée, parce qu'on dit, ben moi jamais, je vais prendre la tête d'une armée, je vais aller voir nos dirigeants. Là, elle est très éloignée. En revanche, quand on se rend compte quelle est sa vie intérieure, elle est toute proche. Et puis ce soir, vous retrouverez également Perles de Culture. Anne Brassier vous conseille les films Parasite, Lourdes et revient sur Greta et Shining. Elle reçoit ensuite le peintre Norvi Truoc pour ses œuvres sur les chemins de Compostelle. Tout de suite, La France de Campagnole de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Alors une fois de plus, certains vont me dire, vous ne pouvez pas arrêter un peu d'aborder, même du bout des lèvres, comme ça, les questions politiques. Ben non, désolé, dans le cadre assez étroit que je me suis assigné dès le départ, celui d'un monde villageois où tout arrive un peu atténué, mélangé à la rumeur des grillons, à la sonnerie des cloches, à celle des troupeaux qui rentrent, eh bien, la politique nationale débarque sans arrêt, j'y peux rien. Par exemple, j'y peux rien si le journal du dimanche, qui trône sur le présentoir au café, le JDD, une officine de presse entièrement à la dévotion de la machine gouvernementale, depuis de nombreuses années, je n'y peux rien si ce journal publie l'appel des 72 maires dits de droite qui rallient Macron, 72 maires dont celui de Saint-Barnabé, le village détesté d'à côté de chez nous. On se demandait pourquoi ce malade mental était allé se précipiter à Foissac, vous savez, au nord du département, au mois de mars.
Ben on le sait maintenant, hein, comme c'est un cinglé un peu narcissique, qui risque de ne pas être réélu, comme je l'ai dit, il est allé prêter une sorte de serment d'allégeance au saint patron des narcissiques en se disant le soutien, l'approbation que j'ai pas su trouver auprès des gens modestes de mon patelin. Essayons d'aller les trouver auprès des pontes parisiens. Et ben ça a marché, c'est un calcul qu'avait d'ailleurs prévu le président, qui a toutes sortes d'équipes autour de lui. D'ailleurs, je vais vous caricaturer une réunion, comme si nous étions dans une émission parodique. Vous allez comprendre plus vite. Alors, Monsieur le Président, nos dernières études et les mouvements spontanés et glanés pendant vos déplacements sur le terrain nous montrent qu'il existe une proportion importante de petits maires un peu frustrés qui ne peuvent plus faire face, que la population déteste, qui sont lâchés par leurs appareils, mais qui sont trop orgueilleux pour claquer la porte. En plus, ils ont des crédits personnels et leur mandat les fait vivre. C'est cela qu'il nous faut, dit le président. Et il faut leur faire comprendre que mes services et ceux de l'intérieur, mais c'est la même chose, feront tout pour leur faciliter la vie et faciliter leur réélection. Mais il y a une contrepartie. Ah bon, et laquelle ? Eh bien, il faut qu'il lance un appel solennel en ma faveur. Comme ça, je montrerai que je ne suis pas éloigné des problèmes des Français, de la ruralité, etc. Les gens lui demandent, mais vous voyez ça comment ? Eh bien, je vois ça sous la forme d'une tribune, par exemple, dans le journal du dimanche, qui ne peut rien nous refuser, puisqu'il fait partie du groupe Lagardère et qu'en plus, il touche 1 million d'euros par an du gouvernement. Mais vous ne craignez pas, lui disent ses collaborateurs, que la ficelle soit quand même un peu grosse. Non, on a déjà utilisé des câbles de 8 et même plus gros, et personne n'a jamais rien vu. Les maires que vous avez sélectionnés, c'est un peu comme les surendettés qui sont prêts à tout pour qu'on leur rachète leur crédit. Donc vous les faites signer, enfin vous les faites signer moralement, et vous leur dites que leurs problèmes sont réglés à partir du moment où je peux compter sur leur loyauté à chaque fois qu'on va me parler de ruralité, de pauvres gens sur le terrain, gna gna gna, etc. À chaque fois qu'un ricaneur du genre Campagnol va dire « le président ne connaît rien à la campagne, il ne connaît pas les gens », je veux que l'un de ces maires monte au créneau immédiatement, dans le JDD par exemple, pour dire qu'il a été surpris de trouver chez moi, de mon côté, une écoute de qualité. Bon, j'arrête là c'est moi qui parle, vous avez compris le principe, mais je vous garantis que déjà dans le discours du maire de Saint-Barnabé, localement, on entend depuis plusieurs semaines tout ce que vient de dire le président dans mon petit sketch. Le type récite une leçon. Et je ne serais pas surpris que ce Matu-Vu, maintenant qu'il a l'onction du Matu-Vu en chef, finisse aux 20h de TF1 pour témoigner que sa population rurale est heureuse et unanime derrière lui, le président, dans la dévotion à l'égard du pouvoir. Mais vous allez me dire, au contraire, tout le monde le déteste. Et je vous réponds, au-delà d'1 million par an de subventions pour 400 habitants, personne ne déteste plus personne. Mais il n'aura jamais assez d'argent pour acheter tout le monde. Je vous tiens au courant dès que possible, mais il faut vous abonner pour ça avant. Merci. Paris outragé, Paris brisé, mais Paris imposé. Un chiffre et un seul, en 2019, la ville de Paris percevra 23% d'impôts et taxes de plus qu'en 2013, ce qui signifie en clair que les Parisiens vont aller chercher toujours plus au fond de leur poche de quoi alimenter les délires de Madame Hidalgo. Enfin, quand je parle des Parisiens, je ne parle pas de tous les Parisiens. Nous savons en effet que les 2/3 de nos chers ministres parisiens ont subi un petit redressement fiscal l'année dernière, ayant tout simplement opté pour une petite tentative de fraude fiscale, ce qui ne fait jamais de mal. Il faut dire qu'ils ont une excuse. Ayant été formés par l'éducation nationale, ils ne savent pas très bien lire,
leur feuille d'impôt, ils ne savent pas très bien écrire leurs différents revenus sur la dite feuille d'impôt, et ils ne savent pas très bien compter la somme qu'ils doivent verser à l'État. Eh bien voilà, c'est ainsi. En revanche, pour notre bon peuple parisien, là, tout est clair. Taxe d'habitation, taxe foncière, tarif des services municipaux. Encore, quand on dit service, c'est un bien grand mot. Tout est en hausse. Un exemple apparemment anecdotique. Les droits de voirie, et notamment les droits de terrasse, ont augmenté de 33%. Comment s'étonner après cela du prix du Perrier Citron au café du coin, qui va devenir maintenant un produit de luxe au même titre que le champagne? Ne parlons pas du juteux trafic du stationnement. Les recettes ont augmenté de 400%. 400%. C'est simple. En supprimant toutes les places de stationnement autorisées, vous poussez les Parisiens au stationnement interdit. Résultat, des sous-sous qui tombent à profusion dans la poche trouée de la mairie. Parce qu'il faut bien garer sa voiture quelque part, et comme les Parisiens ne sont pas Mary Poppins, ils n'ont pas encore trouvé le moyen de faire disparaître leur voiture par un grand coup de baguette magique. Bon, eh bien, face à tous ces impôts, la situation de Paris est certainement bien meilleure. Ah bon? Une ville dont certains quartiers, envahis par les tentes des immigrés, ressemblent à une ville du tiers-monde. Une ville dont la saleté des rues progresse inexorablement d'année en année. Une ville dans laquelle la sécurité n'est plus assurée. Une ville dont la circulation est chaque année davantage bloquée, etc., etc., etc. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Madame Hidalgo investit pour l'avenir. Madame Hidalgo modernise les taxes. Madame Hidalgo prépare les Jeux Olympiques. Madame Hidalgo est le bonheur des bobos. Résultat des courses. L'on raconte que Madame Hidalgo serait en tête des sondages pour les prochaines municipales. Bigre de bougre. Si les sondés sont parisiens, ils sont vraiment aveugles. Et s'ils n'habitent pas dans Paris, ils ne connaissent pas la situation. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.